Oui, chers amis, bonsoir. Togo, on se dit la vérité. La plateforme de référence animée par des administrateurs que je connais très bien, que j'apprécie énormément. Et l'honneur pour moi d'être encore avec vous. Et vous me demandez de me présenter. Avant la présentation traditionnelle, permettez-moi de remercier le collège des administrateurs qui abat un travail titanesque, un travail ingrat qui n'est pas reconnu. Il faut féliciter ce que l'équipe chapeautée par Monsieur Benny Lawson, ce qu'ils font ici, c'est quelque chose de très grand pour la nation togolaise parce que c'est une tribune qui nous permet de faire des échanges d'idées, d'aller en profondeur des questions qui touchent la vie de notre nation, le Togo que nous aimons très bien. Ce qui se fait ici, c'est dense comme travail parce qu'il faut cibler les invités et bien naturellement discuter avec ces invités et confectionner les affiches, discuter du protocole de l'interview, formuler le questionnaire, essayer de mettre à l'aise l'invité, ouvrir le débat tout juste après l'entretien. Ça demande de l'énergie et il faut les remercier. D'autant plus que ce ne sont pas les professionnels de médias, mais c'est des gens qui ont mis de l'avant leur volonté pour faire ce travail-là. Ce serait malhonnête quand même de ne pas reconnaître le travail qu'ils font. Oui, monsieur Jérôme Fiopegno, c'est un citoyen togolais, originaire d'Aklakou, préfecture des Lacs, que beaucoup connaissent très bien. Je suis né à Amfouin, qui est dans le Michoacán du canton d'Aklakou, un 15 décembre 1975. Je suis marié, père de 3 enfants, dont une fille. Je suis formé, après mon bac scientifique, à l'école des assistants médicaux, à la filière génie sanitaire, qui est une filière qui s'occupe de l'hygiène et de l'assainissement. Mais plus tard, je me suis spécialisé en gestion de projets et actuellement, je suis à un poste de coordinateur de projet dans une ONG dans le secteur privé qui s'occupe du développement holistique des enfants où nous abattons un travail dans la protection de l'enfance des enfants que nous avons sous la main. Et je suis activiste politique parce que par moment je prends des positions par rapport à des actualités politiques du pays. Et ceux qui me lisent savent très bien que j'ai une ligne politique qui n'a rien à voir avec les partis politiques et je suis porteur, bien évidemment, d'opinions constructives. Et je suis aussi président national d'une association qui est très peu connue, Révosi Togo, qui est une association qui est portée sur les fonds baptismaux peu avant le décès du feu général Gnassingbé et Adema. Vous comprenez très bien que c'est une association qui est née dans un moment tumultueux de la vie du pays. C'est ce qui a fait que nous sommes bien très peu connus. Mais néanmoins, nous avons eu à faire, tout juste après que la situation s'est stabilisée, des opérations de salubrité dans la ville de Lomé. Nous avons mis en compétition des jeunes, nous avons fait des sensibilisations, etc., etc. Je suis aussi promoteur de la plateforme Togo Top Politique, qui est une plateforme qui lutte dans l'apaisement politique, une plateforme qui est mise en place tout juste à la suite d'une concertation élargie avec les activistes de tous bords et nous avons essayé de canaliser les débats de façon à faire comprendre à l'opinion, aux jeunes que
La politique, c'est un jeu, ça suppose des règles, mais l'essentiel, c'est le vivre ensemble. Voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à ma présentation. Je ne suis pas ici avec casquette d'un parti politique, ce qui rend plutôt intéressant les débats de ce soir, qui nous permettra bien évidemment d'aborder des questions qui touchent la vie de notre patrie. Oui, question numéro 1. Après 38 ans de règne sans partage par le père Gnassingbé Eyadema, son fils fort Gnassingbé a repris la relève depuis plus de 18 ans. Selon vous, quel bilan peut-on faire de la gestion du Togo par la famille Gnassingbé? Oui, le bilan par rapport à la famille Gnassingbé. Vous savez, la question numéro 1 dès l'entame de notre entretien me paraît une question assez vague, une question très dense. Je pense que ceci pouvait faire l'office de tout le débat de ce soir, où nous allons aller secteur par secteur, du début de la cession du pouvoir par le père comme le fils, pour ressortir bien évidemment ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce qu'il faut être franc, il faut être honnête. C'est ce qui me caractérise. C'est pourquoi je suis assez souvent critiqué par ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont parfois de l'opposition, parce que il faut de l'honnêteté intellectuelle dans tout ce que nous faisons. Mais ceci étant, je voudrais mettre un peu de bémol dans la reformulation de cette question qui est très difficile à aborder. Que l'esprit d'un certain professeur Ninevi qui a l'habitude de faire l'exercice là de façon concise, je puisse aborder cela, que son esprit m'habite en cet instant pour que je puisse aborder cette question-là d'une façon concise mais profonde, de façon à ressortir ce qu'il y a de précieux pour l'avenir de notre pays. Parce que c'est de ça il s'agit. Tous les débats que nous faisons doivent nous aider à envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et de correction. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que durant les 38 ans du père, il n'y a jamais eu de partage et avec le fils, il n'y a jamais eu de partage? À mon humble avis, ce n'est pas exact. Ce n'est pas du tout exact. Nous allons y revenir tout à l'heure et les uns les autres vont mieux me comprendre. Et ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que ce soit le père comme le fils, l'accession au pouvoir est émaillée de crimes de sang. Et cela entache en réalité tout ce qui a dû se faire comme effort, mais permettez-moi de reconnaître tout de suite que pas reconnaître, mais je voudrais être un peu pédagogique ici. Lorsque vous voulez porter un regard critique sur ce que l'adversaire ou bien votre compatriote a fait ou est en train de faire, il vaut mieux commencer par ce qui a marché. Si vous voulez véritablement être écouté et suivi, vous voulez être pris au sérieux, il faut d'abord dire ce qui a marché et avoir le courage, l'honnêteté de féliciter ça d'abord avant de revenir sur des critiques. Comme ça, les gens auront à l'esprit que vous voulez que quelque chose soit corrigé et ils pourront véritablement vous écouter. Je pense qu'il faut d'abord remettre dans son contexte la venue du pouvoir du père et celle du fils aussi. Parce que je crois personnellement que c'est deux personnes différentes. Et Eyadema Gnassingbé, qui parle d'Eyadema Gnassingbé, parle
ne parle pas en même temps de Faure Gnassingbé. C'est deux individus différents. Et ce que moi je refuse d'admettre, c'est que est-ce qu'on peut dire que c'est la famille Gnassingbé et le bilan de 38 ans du père, de 18 ans du fils, c'est la famille Gnassingbé. Ce serait trop facile le débat. Si nous voyons la chose ainsi, on dira, bon, mais la famille Gnassingbé a mal fait les choses et s'est plié comme le débat. Bon, ce que je voudrais reconnaître ici, c'est que quand nous prenons le père, il faut reconnaître que c'est un officier de l'armée qui est venu prendre le pouvoir pour donner une orientation à la vie politique du pays, à la gouvernance du pays. Généralement, quand c'est fait comme cela, au début, on a l'impression que on est préoccupé par l'intérêt général. C'est pas qu'on a l'impression. C'est exactement comme ce qui se passe aujourd'hui au Mali, où on parle très peu des partis politiques. C'est ce que nous avons vécu à l'époque. Mais ça s'est entaché d'un crime imprescriptible, de l'assassinat d'un président en 1963. Et ça, on ne peut pas rentrer dans l'histoire pour tronquer, pour éduquer cela, pour changer, pour tordre le cou à cela. Ça a entaché, comme je l'ai dit tantôt, tous les efforts qui se feront par la suite. Mais néanmoins, puisque nous parlons de débat, comment on dit, nous parlons de bilan, bon, la gouvernance de monsieur Gnassingbé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il est venu au pouvoir en 1967, après le coup d'État historique de 1963. Il est revenu au pouvoir de 1967 à 1969. Vous allez voir que le jeune officier de l'armée qui n'avait que 27 ans n'avait pas quand même d'expérience politique et c'était une gestion collégiale, mais plus tard, sous l'auspice du feu Edem Kodjo, le RPT sera créé et sera porté sur les fonds baptismaux dans le fameux appel historique de 30 août, etc. Mais par la suite de 1969 jusqu'à 1991, nous avons vécu un pouvoir monolithique, ou du moins s'il y avait une architecture monolithique du pouvoir. Le RPT alors était le parti d'État. Et là, qu'est-ce qui a changé dans le vécu du Togolais? Il faut être honnête pour reconnaître que si nous parlons de débat, nous allons dire débat politique, débat, comment est-ce qu'on appelle, bilan politique, bilan juridique, bilan social, bilan économique. Bon, nous allons essayer de faire l'exercice pour les prendre un peu deux à deux. Je vais dire sur le plan socio-économique à l'époque. Et il faut dire que les Togolais vivaient dans une certaine harmonie. Ils se retrouvent dans un creuset. Il y avait le vent de l'authenticité zaïroise qui a soufflé ici avec les formes de prosélytisme au sommet, ce qu'on a pu voir. Il y a eu l'animation. Moi-même, j'étais élève au cours primaire, j'avais fait l'animation. Mais il y avait moins de querelles de partis politiques. Il y avait quand même une sorte il faut dire, l'économie du pays était plus ou moins en forme. Les salaires étaient par rapport au coût des produits à l'époque étaient un peu
les coups étaient à la portée des populations. Et ça, c'était de très bons moments. Et Lomé était appelé à l'époque Lomé la Belle. C'était quelque chose de bien, que les Togolais se retrouvent en harmonie entre eux. Mais il ne faut pas perdre de vue les questions essentielles de droits de l'homme. Il y a beaucoup de concitoyens qui ont perdu leur vie. Et ce serait quand même malhonnête de ne pas en parler. Et c'est justement sur les questions de droits de l'homme que le régime de M. Gnassingbé Eyadema sera décrié. Et je crois que ça nous a conduit à la conférence nationale souveraine, où le pays a été doté d'une constitution. Là, nous parlons du plan politique et juridique. Il y avait une nouvelle constitution à l'époque, et la constitution de 1992 qui sera promulguée en 1992. La conférence qui avait commencé ses travaux le 8 juin 1981 et a pris fin 28 août 1991, si j'ai la bonne mémoire. Et les travaux de cette conférence nous ont permis d'avoir un premier ministre issu de l'opposition à la personne de Maître Joseph Kokou Kofigo. Et c'est là où, justement, nous parlons de partage de pouvoir. Si nous revisitons la Constitution de 92, nous allons réellement nous rendre compte que ça donnait beaucoup plus de prérogatives au Premier ministre d'alors, qui avait la latitude de diriger le Conseil de ministres, de nommer des cadres à des postes. Ça s'appelle le partage du pouvoir. Justement, le régime ne se mettait pas à l'aise avec ce partage-là. La suite, c'était que la primature a été prise d'assaut et les cadres du Haut Conseil de la République qui étaient issus des travaux de la conférence, qui étaient à la place de l'Assemblée nationale, ont été séquestrés, certains ont été molestés. Et en gros, il faut dire que le bilan de cette gouvernance, c'est un bilan mitigé, émaillé de violence qu'il faut dénoncer, qu'il faut avoir le courage de dénoncer. Je crois que il y a un manifeste de contre l'impunité qui a été écrit et une marche de protestation a été faite dans ce sens. J'ai eu l'occasion de prendre part à cette manifestation et la lecture a été donnée devant le ministre de la justice d'alors par monsieur Zeus, le professeur Zeus Ajavon. Et quand vous avez accès à ce document, vous allez comprendre qu'il s'est passé énormément de choses dans ce pays qu'il faut véritablement que la justice togolaise se prononce là-dessus pour que l'impunité puisse être éradiquée définitivement. Parce qu'on ne peut véritablement pas construire un état de droit tout en ayant l'impression qu'on fait de l'impunité une promotion. Oui, et globalement, c'est un bilan très négatif. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Est-ce que cette gouvernance a fait du bien aux Togolais? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'aujourd'hui, les Togolais sont à l'aise, sont les plus enviés de la sous-région? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais néanmoins, je ne voudrais pas remettre tout sur le dos d'une famille. Telle que la question est formulée, on a l'impression que les Gnassingbé sont à la fois président de la République, président de l'Assemblée, président de la Cour constitutionnelle, président de toutes les institutions. C'est eux qui pilotent des postes du haut jusqu'aux postes les plus subalternes. On a l'impression là, mais ce n'est pas ça le cas.
il faut reconnaître que nous sommes devant un système purement militaire qui prend en otage le nom d'une famille et sera régente le pouvoir. Et il y a la volonté manifeste de conserver ce pouvoir-là, vaille que vaille. C'est pourquoi il faut que l'opposition qui veut maintenant l'alternance soit une opposition forte et puisse véritablement impacter le débat politique et puisse travailler de profondeur. C'est de ça il s'agit. Et quand nous prenons les deux personnalités, que ce soit le père comme le fils, je l'ai dit tantôt, le système n'a pas changé. Le système n'a pas changé. Et vous voyez, tout cela est dû à quoi? Peut-être nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, mais il faut reconnaître que dans un pays, ce qui fait la force de la démocratie, c'est la justice de ce pays. Comment est-ce que la justice togolaise fonctionne dans ce système-là? C'est de ça il s'agit. Si nous voulons faire le bilan juridique, je pense que c'est du fiasco sur toute la ligne. Et nos magistrats que que le pays a formés et qui sont là pour servir, pour gérer le pouvoir judiciaire dans ce pays, c'est des messieurs, assez souvent on dit, qui prêtent serment sur, comment on dit, qui prêtent serment devant Dieu. Mais vous savez, nous sommes déconnectés de nos divinités. Si réellement nous n'avons pas coupé notre cordon ombilical de notre culture, de nos divinités, et que réellement nos magistrats doivent prêter serment devant nos divinités, par exemple le Kébieso, j'ai souvent l'habitude de le dire, mais il aura dans sa conscience que quand il veut tordre du cou à la loi, il aura affaire à la mort. Et Machiavel dit souvent que les hommes ne font pas du bien parce qu'ils sont vertueux, mais c'est parce qu'ils sont sous la menace permanente de la mort. Et quand vous prenez un magistrat et vous lui demandez de venir dire qu'il prête serment devant Dieu, le seul détenteur de souveraineté, tout cela, vous pensez que ça lui fait quelque chose, mais que véritablement ce soit un serment devant une de nos divinités, cela aura le sceau du sacré et ce que les gens vont produire comme fruit, ce sera quelque chose de sérieux parce que craignant la divinité qui peut frapper à tout moment. Le problème essentiel auquel nous sommes confrontés, que ce soit du père au fils, quand nous voulons dresser un bilan juridique, et dans ce sens, c'est un problème de déficit de morale, un problème de déficit d'intégrité du Togolais. C'est pourquoi chaque famille doit maintenant œuvrer pour que nous puissions inculquer des valeurs d'intégrité à nos enfants, pour que quand ils seront grands, ils puissent avoir le minimum de conscience professionnelle. C'est de ça il s'agit. Sinon, vous aurez des présidents des cours suprêmes qui vont proclamer le maïs à la place du palmier à huile. D'autres vont proclamer l'oiseau à la place d'autres choses. Vous voyez, c'est ça notre problème. Ce qu'il faut ressentir comme leçon de ce bilan-là, c'est que nous avons tous intérêt à travailler. C'est du travail qu'il faut. C'est un travail qui incombe à nous tous. Quand on parle aujourd'hui de bilan, ce bilan-là, c'est mon affaire, c'est votre affaire, c'est l'affaire de nous tous. Le Togolais doit se battre. Nous avons du pain sur la planche.
c'est toute la boulangerie même que nous avons sur la plante. Nous devons honnêtement retrousser nos manches, travailler pour redorer le blason. Il ne faut pas aussi, dans ce débat, perdre de vue un moment exceptionnel de partage de pouvoir en 1994, où l'opposition, dans sa coalition, le CAR et l'UTD, d'alors respectivement de Maître Yaovi Agboibo et de M. Edem Kodio, dans cette coalition-là, ont gagné haut les mains, les législatives, mais et le moment-là, on aurait pu subtilement l'utiliser pour déboucher sur la tenance pacifique, mais ça n'a pas été le cas. L'intérêt personnel partisan a pris le pas sur l'intérêt général et nous avons vendangé aussi cette occasion-là. Donc, en gros, si nous voulons faire tout le bilan, ça va éclabousser et l'opposition elle-même aussi. Parce qu'en 1993, où la première élection pluraliste qui a été organisée, ça a été boycotté par l'opposition. En 1991, quand Monsieur Maître Kofigo était à la primature, comment est-ce qu'il a été soutenu pour que véritablement l'on ait une alternance? Plus tard, le boycott des élections législatives de, je crois, 1999 ont permis au feu et à Dema d'avoir une assemblée monocolore pour décapiter par la suite la loi constitutionnelle de 1992 qui donnait assez de prérogatives à l'opposition. Donc, il y a eu dedans des erreurs de l'opposition qui n'ont pas permis véritablement d'ouvrir le pays à l'alternance, comme les autres pays d'à côté l'ont connu, au Bénin par exemple. Et je crois que si nous voulons parler honnêtement de bilan, chacun se retrouvera dans ce qu'il a pu faire dans l'histoire, mais disons globalement, dans la sous-région, nous sommes devenus très ridicules sur le plan économique, sur le plan social. Les services sociaux n'existent plus. Vous savez, pratiquement, ça n'existe plus. Allez dans les affaires sociales qui sont devenues le ministère de l'action sociale, allez voir ce que les directions sont en train d'endurer. Sur le plan juridique, je l'ai dit tantôt, nous avons énormément de problèmes avec notre justice qui se siège, qui est dans la boue, carrément. Et il y a quand même beaucoup de problèmes d'impunité. Et je pense que des efforts ont été faits, mais essentiellement les questions d'impunité par rapport à des détournements des fonds. Je ne veux pas évoquer la route Lomé-Voga qui est là, sans suite les différents gates, que ce soit Petrol Gate, que ce soit Covid Gate, qui n'ont pas véritablement eu d'éclaircissement. Quand bien même il y a eu des efforts, quand on voit tout ça là, on a l'impression que la population est laissée pour compte. Et c'est très malheureux. Oui, question numéro 2. Comment expliquer cette longévité au pouvoir par la famille Gnassingbé? Oui, je l'ai dit tantôt, la famille Gnassingbé est seulement la façade d'un système qui est là et qui veut conserver le pouvoir vaille que vaille, qui fait feu de tout bois pour se maintenir. Ça, il faut reconnaître qu'il y a cette volonté manifeste de ne jamais lâcher le pouvoir. Mais tu sais, vous savez, je crois avoir déjà fleuré la question numéro 2. Mais le Togolais doit aussi se reprocher des choses. Mais quand vous êtes à la tête d'une institution, vous devez faire l'effort de faire preuve
de la conscience professionnelle. Cette conscience professionnelle a quitté les Togolais. Vous savez, on ne peut pas parler de changement de régime sans parler d'élections. Les élections au Togo n'ont jamais été transparentes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et à qui la faute? Si on veut véritablement situer les responsabilités. Je crois avoir évoqué tout à l'heure le serment prêté par nos magistrats qui sont souvent à la tête de nos institutions judiciaires. La Cour constitutionnelle, par exemple, qui valide les résultats. Mais je me rappelle que il y a un président de Cour constitutionnelle élu par Bill Clinton qui avait dit au président au moment où on l'avait au moment de sa présentation où il a prêté serment, il lui avait dit que Monsieur le Président, merci de m'avoir fait confiance, mais à l'instant T où je vous parle, je ne vous reconnais plus. J'ignore un peu le nom. Mais c'est pour dire que je suis en train d'évoquer ceci pour dire que le Togolais doit apprendre à faire crânement son travail dans l'intégrité et dans la conscience professionnelle. Mais ce n'est pas souvent le cas chez nous. Quand les élections se passent et on fait les recours, vous allez voir la suite qu'on donne à ces recours-là. Et ce que je dis, M. Jean-Pierre Fabre en sait quelque chose. Il en sait quelque chose. Les élections de 2010 et 2015, etc., comment cela s'est terminé? Mais notre Cour n'a jamais dénoncé ce qui s'est passé comme dérapage. Bien avant cela, en 2005, comment les élections se sont passées dans ce pays, c'était quand même scandaleux. C'est dans des conditions rocambolesques que ces élections-là ont été validées. Si chacun faisait proprement, avec conscience professionnelle, son travail, en craignant Dieu, en craignant son serment, en prenant son serment comme étant sacré, je pense qu'on aurait pu voir autre chose que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le Togolais souffre d'intégrité et c'est ça que le régime exploite pour se maintenir. Voilà les explications terre à terre que nous pouvons avoir pour cette longévité dont vous parlez. Et les quelques rares occasions que nous avons eues au niveau de l'opposition pour accéder au pouvoir et changer les choses, ça, nous avons raté le coche. Tout simplement parce que nous sommes prêts pour nous chiffonner dans des querelles, dans des attaques collatérales, dans des querelles intestines de personnes, etc., etc. Et nous laissons l'essentiel. Et le pays est dans la rue totalement. Question numéro 3. L'opposition togolaise est aujourd'hui divisée sur la participation aux prochaines élections régionales et législatives. Selon vous, doit-on donner raison à ceux qui réclament la révision du cadre électoral avant toute participation à ces élections? Pourquoi certains partis politiques de l'opposition tiennent à ces élections malgré les conditions d'organisation qui leur sont favorables? Je pense que pour souci d'harmonie, je vais répondre à la dernière sous-question avant la première. Et pourquoi certains partis politiques de l'opposition tiennent à ces élections malgré les conditions d'organisation qui leur sont défavorables? Vous savez, nous avons tous appris du boycott de l'opposition. Ce serait incohérent aujourd'hui de prôner encore le boycott. Après tout ce que nous avons vécu tout récemment par le boycott des élections législatives, où le pouvoir en a profité pour monter une assemblée purement monocolore. Bon, enfin, je veux surveiller mon langage. Une assemblée où il n'y a pas de minorité de blocage,
c'est vrai, il y a d'autres partis qui étaient à l'Assemblée, notamment l'UFC, PDP, le NET, etc. Mais c'était insuffisant dans la balance pour constituer des minorités de blocage pour que la révision de la Constitution soit faite dans un esprit de consensus. Ça n'a pas été le cas. C'est parce que la C14 avait boycotté ces élections, justement, que nous sommes arrivés là. Le pouvoir en a profité pour réviser, pour faire les réformes constitutionnelles à sa manière. Et ceci constitue un recul grave pour notre démocratie. On a l'impression que tout ce qu'on a fait à la conférence nationale s'est remis à plat. C'est remis à plat. Et les lois liberticides possibles sont aujourd'hui érigées. Et aujourd'hui, la loi Bojona a vécu, tout simplement parce que l'opposition s'est payé le luxe de faire du boycott. Et si vous voulez encore évoquer la question du boycott, mais c'est quand même, ce n'est pas sérieux qu'on puisse encore parler de boycott. Nous étions parmi ceux qui avaient dit à l'époque, en 2018, de faire tout pour aller à ces élections, de ne pas trop écouter cette communauté internationale qui faisait de l'hypocrisie à l'époque. Mais les gens ont cru que quand eux ils disent non à ces élections, on fera tout pour les attendre. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et si dans les mêmes conditions, vous voulez encore boycotter les élections, mais une assemblée monocolore sera encore mise en place. Et ce que cette assemblée va décider par la suite, nous ne maîtrisons pas ça. Donc, c'est normal quand certains partis politiques de l'opposition pensent qu'il faut aller à ces élections-là pour se retrouver. Moi, je pense qu'il faut les prendre pour des partis responsables. C'est très important ce que nous disons. Plus de boycott. Et plus de boycott. Parce que le boycott, en général, ça ne fait que du bien au pouvoir qui ne voudrait pas bien faire les choses. Aujourd'hui, la loi de Bojona n'existe plus. Et pour faire la manifestation dans ce pays, il faut formuler une demande. Et c'est l'autorité qui est à l'origine de ce pourquoi vous voulez faire la protestation, qui va vous donner le OK avant de faire la protestation. L'autorité ne donnera pas le OK d'ici jusqu'à demain, il ne donnera pas. Elle ne donnera pas cette autorisation. Mais c'est le boycott qui nous a amenés là. Et moi, je ne veux plus personnellement entendre parler encore de boycott. Et s'il y a un parti politique qui pense qu'il faut corriger les tests et que l'UNI, dans sa logique aujourd'hui, va l'attendre pour dire, bon, écoutez, puisque ce que tu dis, c'est trop pertinent, nous allons sursoir aux élections, nous allons vous attendre, nous allons corriger. Si c'est vrai, les tests ne sont pas parfaits. Ils ne seront jamais parfaits. Parce qu'à partir du moment où l'adversaire a la volonté manifeste d'avoir le pouvoir éternellement, il ne fera pas de façon parfaite les choses. Mais avec cela, essayons de sauver l'essentiel, d'aller aux élections. Question numéro 4. L'union de l'opposition togolaise est encore sur les lèvres de certains Togolais, tout comme dans les années précédentes, les élections au Togo. Pensez-vous que l'union de l'opposition togolaise est obligatoire pour remporter les élections devant la machine unie? Si oui, c'est dans quel cadre? Bon, si nous lisons bien la question, c'est comme si l'union, c'est déjà digéré que l'union est obligatoire. Mais vous savez, il y a une assertion qui dit l'union fait la force. C'est vrai, quand on est unis, on est très fort. On est très fort et on est très percutant. Et
dans la politique togolaise, quelques rares fois que l'opposition s'est mise ensemble, que ce soit le Code 1, Code 2, FRAC, CAP, CST, tout récemment la C14, ben, ça donne quelque chose de consistant. Et c'est dans cette logique que moi je dis que l'union de l'opposition peut sauver quelque chose. Vous savez, le problème auquel nous sommes souvent confrontés, c'est que nous ne sommes pas dans un climat de transparence des élections. Sinon, personne ne va prôner l'union. Personne qui va prôner l'union. Personne. Vous avez vu les élections dans les grandes démocraties, comment ça se passe. Je veux prendre par exemple la France. Vous avez deux courants majeurs, la droite et la gauche. Mais il y a d'autres forces. Quand vous prenez la droite, il y a l'extrême droite. La gauche, il y en a comme ça, ainsi de suite. Mais au premier tour, à partir du moment où nous avons le premier tour, deuxième tour ici, au premier tour, on laisse la possibilité à chaque courant de se faire peser sur l'échiquier politique. Mais nos réalités ici sont telles que les élections ne sont pas transparentes. Et si nous nous mettons ensemble, nous avons le maximum de chances pour veiller à ce que la transparence soit effective. Les partis politiques, quand vous les prenez individuellement, ils ont du mal à positionner les représentants intègres dans les bureaux de vote. C'est ça le problème. Tout récemment, avec la coalition de Monseigneur Kpodro, mais vous avez vu les difficultés qu'ils ont eues à présenter les preuves. Parce qu'on n'a pas eu de représentants dans les bureaux de vote pour compiler les résultats. Mais ensemble, on se complète. On peut rester solidaire et faire quelque chose. Mais ne nous trompons pas, ce n'est pas à la veille d'un scrutin aussi capital que les élections législatives que nous allons nous mettre à faire ce débat-là. Parce que l'expérience a révélé que quand on se met ensemble, c'est des crabes avec les crocodiles, les vipères, les agneaux, les loups, les lions qui sont ensemble. Et assez souvent, vous avez des taupes qui sont parmi vous et qui sont là pour faire un travail technique. Sinon, c'est quand même malheureux d'attendre de la bouche d'un opposant qui dit « Nos amis de l'opposition, nous les avons battus à plate couture ». Ce n'est pas responsable, c'est irresponsable, ces propos-là. Donc, ce qu'on vise, c'est d'être le numéro 1 de l'opposition. Vous allez comprendre à peu près l'intention des gens. Ils ne viennent pas dans les coalitions pour jouer le rôle de sorte à défendre l'objectif général principal pour lequel on est ensemble. Peut-être c'est pour se donner des coups bas et après aller se moquer des gens, raconter des ragots sur des gens. Quand c'est comme ça, moi, vous ne pouvez pas me poignarder au dos et vous me demandez quelques semaines plus tard de venir reprendre le même exercice avec vous. Ce n'est pas possible. L'union de l'opposition, ça s'avère important. Mais on me demande dans quel cadre. Il faut que ce soit un travail en amont, un travail de longue haleine, avec des objectifs clairs. Et celui que vous mettez devant, c'est quelqu'un qui est connu de quelqu'un intègre qui se bat effectivement pour l'intérêt supérieur, qui est prêt à mourir pour le peuple. C'est de ça il s'agit, c'est très important ce que nous disons. On va pas s'unir pour s'unir quand on sait que chacun a un agenda caché
et que ce n'est pas ce qui préoccupe le peuple, ce n'est pas ça qui est le motif de cette union-là, je pense que ça ne vaut pas la peine. Que chacun aille se mesurer devant les urnes et nous allons voir qui est qui. À l'état actuel des choses, moi personnellement, j'étais parmi ceux qui ont prôné cette union-là, mais là où nous sommes aujourd'hui, qu'on aille se jauger à travers des urnes pour voir la réelle popularité de chaque courant politique. Et après, nous allons faire un travail de fond pour voir qui peut jouer quel rôle et qui mettre devant pour que l'on aille à la conquête de l'alternance qui nous a beaucoup manqué. Question numéro 5. Que vous inspire cette phrase? Il n'y a plus d'opposition au Togo. C'est une phrase qui me fait rire. Vous savez, cette phrase-là, elle vient de qui? Je crois que c'est un responsable d'UNI, paix à son âme, le professeur Charles Kondi Agba, que je respecte beaucoup, parce que c'est quelqu'un sur le plan culturel qui a de la matière grise, et professeur à son état qui disait sur une chaîne de la radio qu'il n'y a plus d'opposition. Et les gens ont pris cela comme étant une chanson fétiche. Tout le monde chante cela. Mais je vais vous dire une chose, c'est que les partis politiques qui incarnent l'opposition togolaise véritablement ne meurent jamais. Un parti de l'opposition ne meurt jamais. Ceux qui sont professionnels de la politique, même s'ils soient de l'UNI, savent très bien ce que je voudrais exprimer aujourd'hui. Il a fallu un PNP qu'on prenait pour n'importe quel parti, après un travail qui s'est révélé un parti terrible qui a fait trembler un pouvoir au point où le chef de l'État lui-même était parti négocier un dialogue sous les auspices de la CEDEAO, la fameuse CEDEAO. C'est pour vous dire que nous sommes dans une guerre politique et il y a ce que nous appelons la guerre de communication. Ce qu'il faut dire pour réduire à néant l'adversaire, mais les gens savent jouer sur ça. Et puisque au Togo, nous n'avons pas une culture politique assez enracinée, tout le monde chante la chanson, il n'y a plus de l'opposition, s'il n'y a plus de l'opposition, il y a quoi? S'il n'y a plus d'opposition, il y a quoi? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les partis de l'opposition ont des différends, sont divisés, et ce n'est pas sûrement une division en termes de l'idéologie, mais c'est en termes de combat de personnes, de combat de leadership au sein de cette opposition. Ce qui pose problème, je crois que je veux rejoindre le professeur Ajavon Zeus, que je respecte beaucoup. Il dit que nous avons trop de leaders, c'est ça qui pose problème à notre lutte. Nous avons tellement de leaders présidentiables, c'est ça qui pose de problème. Aujourd'hui, c'est vrai, les partis politiques de l'opposition ont des difficultés. Il ne faut pas cacher cela, que vous prenez l'ANC qui est parti très enraciné et qui a des sections un peu partout. Le parti là a des difficultés aujourd'hui. Et il ne faut pas se voiler la face.
Quand nous prenons l'UFC tout récemment, leur congrès a été avorté parce qu'il y a au sein des difficultés. Le cas qui a pu quand même accoucher quelque chose que nous comptons voir la réaction des autres de l'autre camp. Et que vous prenez le MPL tout récemment où ça se chiffonne sur de rien du tout, conflit de personnes, etc., etc. Tout ça là, ça fragilise l'opposition au point où on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Mais je pense que tout est question de travail. Ces phrases-là nous interpellent à nous remettre en cause, à travailler. Parce que pour la santé d'une démocratie, ce n'est pas bien que nous ayons une opposition affaiblie. Il faut qu'on ait une opposition responsable, qui incarne des valeurs, qui véritablement veut aller à la conquête du pouvoir et qui est prête à gérer le pouvoir au cas où l'alternance s'opérait. Nous tous, nous avons intérêt à voir un jour ce que nous voyons au Ghana à côté, au Bénin à côté, qui est d'alternance où des courants politiques se succèdent. Et nous allons voir une émulation au niveau de chaque courant politique. Il y aura de l'innovation. Ça fera du bien à la nation. Question numéro 6. Les dégâts des dernières pluies diluviennes à Lomé ont soulevé le mécontentement de certains Togolais qui n'ont pas hésité à critiquer la gestion de la canalisation d'eau par certaines mairies. À qui la faute de ces dégâts et quoi faire pour éviter l'inondation de la ville dans les prochaines saisons pluvieuses? Je vais répondre en qualité de professionnel de l'assainissement à une telle question. Et je pense que la mairie est doitée ici de la gestion. Nos mairies sont installées, quand est-ce que nous les avons installées? C'est-à-dire, quand est-ce que nous avons fini avec les délégations spéciales pour aller vers la décentralisation avec nos mairies? C'est tout récemment. Et nous ne pouvons pas porter à l'actif de ceux qui viennent à peine de découvrir la mairie ce qui était fait bien avant leur arrivée. Et vous savez, en matière d'assainissement, qui revient très cher à un pays, parce que l'assainissement, ce n'est pas de petits sous, c'est des centaines de milliards qu'on investit dedans. Il y a ceci. Et nous avons souvent ce que nous appelons le phénomène de retour, qui est assez souvent cyclique. Ça vient de façon périodique. C'est le phénomène de retour. C'est de quoi il s'agit? C'est que à un moment donné, la quantité d'eau que vous allez recueillir, qui s'abat sur le pays, devient plus importante que ce que vous avez l'habitude de recueillir. Et ça ne vient pas tous les ans. Ça vient peut-être 5 ans après, etc. Et c'est pourquoi il faut tenir les canalisations bien entretenues. Faut pas les boucher. Bon, parce que dans le dimensionnement des caniveaux, et tout se fait en fonction des habitants, du nombre d'habitants que cela va desservir, et tout se fait en fonction de justement la quantité de pluie recueillie
Et ici au Togo, nous sommes dans le système séparatif. Il y a deux systèmes, tout à l'égout, où on met les eaux usées domestiques et les eaux pluviales ensemble. Ce n'est pas pour ça que le Togo a opté. Nous mettons les eaux. Nous avons un système séparatif ici au Togo, mais néanmoins, si les caniveaux étaient entretenus, compte tenu de l'activité humaine, ces caniveaux-là sont bouchés, y compris ce qui prend l'eau de ruissellement, l'eau pluviale. Tout ça là, c'est souvent bouché. Vous savez, sur le plan sanitaire, le Togolais a un comportement. Nous ne sommes pas assez civiques sur le plan de l'hygiène et assainissement au Togo. Comme nos frères ghanéens, on jette tout, n'importe où. Et quand ça se bouche, nous sommes les premiers à crier. Il est temps que les mairies soient dotées véritablement de spécialistes de l'assainissement et puissent organiser les sensibilisations. Il faut sensibiliser premièrement les populations et ensuite, il faut qu'on arrive à la verbalisation. Il y a ce qu'on appelait de par le passé Tango Sitor, la police sanitaire, ça doit revenir pour éduquer, pour redresser le Togolais. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'on sort de gros sous. Parce que ce qui est fait au Togo ici, soyons honnêtes et francs, mais c'est des efforts qui ont été faits par le gouvernement qui est en place. Par le gouvernement Mugbo, sous les auspices du président Faure. C'est des efforts, parce que c'est des investissements. C'est l'argent du contribuable, l'argent de ce pays qu'on a pris pour nous soulager. Mais nous-mêmes, nous faisons des activités de façon à boucher les caniveaux et après, ça, l'eau stagne, l'eau ne coule pas et ça déborde, il y a inondation, nous crions. Nous crions encore. Maintenant, il faut curer les caniveaux, les entretenir, tout ça là, pour que quand il y a la pluie, l'eau puisse circuler, pour qu'il y ait une fluidité, pour que l'eau ne stagne pas. C'est ce que je peux dire en tant que technicien de l'assainissement. Je ne veux pas politiser la façon de voir la chose ici, mais je voudrais remettre ça dans un contexte beaucoup plus professionnel pour lancer un appel à la population de faire un effort pour s'éduquer, pour comprendre que quand les caniveaux sont mal entretenus, c'est contre nous-mêmes. Ce n'est pas une affaire de Faure Gnassingbé, ce n'est pas une affaire de Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas une affaire de mairie et façon, mais les autorités vont faire leurs efforts, mais nous aussi essayons de les accompagner en entretenant le caniveau, en faisant en sorte qu'il y ait une fluidité lorsqu'il y a la pluie pour que l'eau puisse couler. Oui, question numéro 7. Nous sommes habitués par vos chroniques sportives sur les éperviers à la veille de chacun de leurs matchs. Les éperviers sont toujours méconnaissables et enchaînent des contre-performances. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ces contre-performances de nos éperviers? Que proposez-vous pour remonter la pente? Et c'est vrai, les éperviers sont dans une série noire de contre-performances. La preuve, nous n'avons pas été qualifiés pour la CAN qui a passé bien avant. Nous sommes sur le 3e CAN d'affilée que nous allons rater. Et nous n'avons pas été non plus qualifiés pour la Coupe du Monde. Et pourtant, nous étions mondialistes, on aurait pu garder le cap. Bon, il faut faire l'analyse de la sorte. Et qu'est-ce qui fait la force d'une équipe nationale? C'est les joueurs extraordinaires dans des compartiments. C'est ça qui fait la force d'une équipe nationale. Une équipe nationale, c'est l'ensemble des joueurs du pays qui sont en forme. Quand nous prenons nos joueurs, vous allez dans le championnat français, il y a combien de joueurs togolais qui sont titulaires
en France. Vous n'en avez pas. En Angleterre, nous n'en avons pas. Peut-être dans la Liga espagnole, nous avons le capitaine d'Acona de Getafe, qui est une seule hirondelle dans la défense qui ne saurait faire le printemps. Quand vous allez dans la Bundesliga, vous avez Bebou qui est là. Mais la plupart de ces joueurs que nous avons, qui sont dans des championnats, la plupart de nos joueurs que nous avons sont dans des championnats méconnus et méconnaissables, des championnats, je ne sais pas comment il faut qualifier ça, des joueurs qui viennent des championnats bizarres. Ceux qui sont en Europe sont dans des clubs qui sont dans des ventres mous des classements des championnats. J'ai une passion pour le sport et c'est vrai, à chaque match des éperviers, je les soutiens. C'est pas patriotisme que je le fais, mais je reconnais que nous n'avons pas encore une équipe compétitive faute de joueurs. Il y a eu par moments de rupture de joueurs extraordinaires. Si je fais une petite comparaison de ce que nous avons aujourd'hui comme équipe nationale avec ceux qui ont joué à l'époque de Keshi, que je salue de passage, c'est que vous avez un Adebayo Sheyi qui est un joueur de référence. Vous avez un Koupadia Kader qui a quelque chose de spécial dans sa pointe de vitesse. Vous avez un Oloufare Adekambi qui est un joueur explosif. Son but qu'il avait marqué dans les éliminatoires de la Coupe du Monde au Sénégal à la 14e minute, ça a été la preuve que c'est un joueur de classe, un joueur professionnel. Mais tout compte fait, vous avez un Alexis Romao qui est là, très teigneux. Quand bien même il est encore dans l'équipe, il n'avait pas les jambes de 20 ans. Il n'a plus les jambes de 20 ans. L'âge constitue un poids aujourd'hui. Vous avez à l'époque un certain Tchangaï Mazama qui est prêt à mourir pour sa patrie. Et quand les joueurs jouent sur le terrain, on sent du patriotisme, on sent la détermination. C'est la somme de tous ces paramètres-là qui ont fait la différence. Mais aujourd'hui, quand vous les mettez ensemble, c'est pas qu'ils ne savent pas jouer. Ils savent jouer, mais ce ne sont pas en réalité des joueurs extra. Il y a la plupart de ces joueurs-là, si on était véritablement un pays qui a à sa portée des joueurs de haut niveau, il y en a qu'on ne pourrait pas sélectionner. Mais on ne les sélectionne pas défaut. Je ne veux pas manquer de respect à ces joueurs, mais c'est parce que je dis la vérité, je présente les choses de façon à ce que l'on reconnaisse quand même qu'il y a un déficit en personnel si nous voulons véritablement parler d'équipe nationale. Oui, ceci étant, et il faut reconnaître aussi que quelque chose a changé aujourd'hui, qui devait en principe permettre à ces joueurs-là de faire, comment on appelle, des exploits. Nous n'avons plus ces problèmes extrasportifs où on dira qu'on a perdu le maillot quelque part, les joueurs n'ont pas mangé à temps, il n'y avait pas des équipements qui étaient là, les primes n'ont pas été versées, mais on fait d'énormes efforts pour mettre à leur disposition ce dont ils auront besoin, pour que l'équipe puisse véritablement être productive sur le terrain. Mais nous voyons autre chose. L'Eswatini aussi est venu faire match nul 2-2 contre nous à domicile ici à Kégué. Mais c'est quand même scandaleux. Mais à qui la faute? Moi, personnellement, je voudrais dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter la pente? La question m'est posée. Il faut que l'on ait une politique claire de football à la base. Il faut mettre l'accent sur la formation. Mais la plupart de nos joueurs que nous avons, c'est des binationaux que nous concoctons ici. Ce ne sont pas des joueurs qui sont issus d'un véritable projet sportif de l'État qui les a mis en place.
Mais allez voir ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Dans 15 ans, le Sénégal ne manquera pas de joueurs et son équipe sera toujours une équipe compétitive. Mais tout est planification. C'est parce qu'on a planifié. Les joueurs ont été formés dans des écoles de football. Il est temps que nous en ayons au Togo. Ce que nous avons, ces centres de formation, non pas d'ateliers orthodoxes, d'ateliers modernes. Il faut qu'on ait de véritables écoles de football avec de personnel bien formé, compétent, capable de former les joueurs exactement comme ce qui se fait en Europe. Les talents bruts, on n'en manque pas. Mais ces talents-là doivent être polis au travers de formations modernes. Et quand nous allons avoir une école de formation, les joueurs issus vont étoffer véritablement notre championnat et ça va relever le niveau de notre championnat ici. Et les joueurs, il faut avoir pour chaque catégorie, que ce soit U15, U17, U20, U23, de projets sportifs très clairs. Comme ça se fait au Ghana ici. Ceux qui ont joué en U15 vont se retrouver en U17 et ainsi de suite et vont revenir en sélection Fanion. Et quand c'est organisé ainsi, vous avez une équipe compétitive et vous avez toute une gamme de joueurs de haut niveau et vous allez les voir dans les championnats de première division en Angleterre, dans la Liga, dans la Bundesliga, quand il y a la Champions League européenne, vous les voyez, vos propres citoyens qui sont là, vous les voyez. Mais aujourd'hui, combien de joueurs togolais jouent à la Champions League? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous devons véritablement prendre conscience et commencer par faire un travail de fond et mettre les compétitions scolaires, opérationnelles. Le sport suppose beaucoup de fonds. Aujourd'hui, on ne fait pas le sport avec une petite enveloppe. C'est avec de grosses sommes. Mais aujourd'hui, l'État fait cet effort-là. C'est ce qui m'énerve moi personnellement. On fait cet effort-là pour entretenir une équipe, mais l'équipe donne très peu de résultats. Mais je pense qu'on aurait pu inverser les choses en investissant beaucoup plus dans la formation à la base pour qu'on ait de pépinières de joueurs. Mais quand les joueurs que vous convoquez sont des joueurs qui savent que ils sont le fruit d'un projet de la nation, mais ces joueurs-là jouent avec beaucoup plus de patriotisme et c'est différent sur le terrain. Voilà ce que je peux dire en gros. Je ne voudrais pas trop épiloguer là-dessus. Je crois que mes chroniques vont continuer et je vous remercie de me suivre, de me lire à la veille. Mais c'est notre équipe, nous avons le devoir de l'aimer, de l'accompagner. Mais de grâce, il faut mettre l'accent sur le sport. Quelle solution vous préconisez pour le problème de la vie chère au Togo? C'est vrai, la vie est chère au Togo. On me dira que c'est un problème d'ordre général à la suite de la guerre en Ukraine. Et nous avons toujours au Togo une sorte de malheur. Vous savez, nous avons connu la grève générale illimitée et à peine sorti en 93, à peine sorti de cette grève générale illimitée, et il y a ce que nous appelons la dévaluation du franc CFA sans mesure d'accompagnement. À peine qu'on sortait de cela, avec des coopérations coupées un peu partout, mais les coûts des produits pétroliers ont flambé et de ricochet,
ça a eu des répercussions sur le prix des produits de première nécessité. Et pour résoudre véritablement le problème de la vie chère, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez au marché avec 20 000, vous risquez de ne rien acheter du tout, ça va finir et vous allez revenir encore à la maison. Ça, c'est l'approvisionnement d'une semaine, ça. Ce qui rend très malheureux les foyers, ce qui fait que la population togolaise a réduit considérablement sa consommation. Ça n'avantage pas l'économie du pays. Je pense que il faut que le gouvernement fasse un effort pour revoir encore le prix du pétrole. Je crois avec la raffinerie de Dangote au Nigeria, où le chef de l'État a été tout récemment, je pense que ça pourra impacter le prix et revoir ce prix-là à la pompe, à la baisse, hein, à 700 francs le litre. Je pense que c'est quand même trop. Si ça peut être une aubaine qui va nous aider à réduire le prix du pétrole, je pense que le transport de ces matières, des produits de première nécessité aussi, sera réduit et ça peut un peu nous aider. Mais ce n'est pas ça la solution appropriée. Ce qui m'inquiète, c'est assez souvent les prix des vivres, tels que le prix du maïs, de soja, des haricots, etc. C'est ça qui m'inquiète. Et je pense qu'il est temps que l'on finance l'agriculture véritablement pour que le Togolais sorte de l'amateurisme en termes de production pour aller vers la professionnalisation, pour aller vers la production à l'échelle industrielle. Le Bénin a compris quelque chose dans ce sens et aujourd'hui les paysans béninois sont en train de produire massivement et ça concurrence nos produits ici. Et il faut qu'on injecte de l'argent dans l'agriculture, mais il faut changer de paradigme, il faut changer de méthode. Ce n'est pas avec 30 000, 100 000 qu'on finance l'agriculture. Les jeunes sont là. Combien travaillent à la fonction publique? Ils sont très peu. Mais si on les organise en entrepreneurs agricoles, on donne des enveloppes conséquentes pour que les gens produisent, le maïs allait revenir à 400. Pour nous, aujourd'hui, c'est pratiquement 750, 800. Ce n'est pas aussi supportable. Il faut que l'on finance véritablement cette agriculture. Monsieur Nicolas, lorsqu'on avait proposé des choses, qu'il faut passer par nos chefs cantons pour qu'on ait de projets agricoles, qu'on mette des sous à leur disposition. Ils savent très bien qui peut utiliser ces sous-là à bon escient et produire véritablement, mécaniser l'agriculture. Je pense que c'est des pistes de solutions que nous pouvons exploiter et rendre notre agriculture une agriculture qui produise. Tout ça, tout le temps nous disons mangeons local, mais quel effort nous faisons pour produire le local là, avant de parler de mangeons local. C'est de ça il s'agit. Il faut qu'on mène la réflexion, se mette à la tâche pour véritablement remettre les produits vivriers à la portée des ménages. Oui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Mon mot de fin à l'endroit de la jeunesse et de la population togolaise. D'abord, je tiens à féliciter le collège des administrateurs, comme je l'ai dit au début, pour le travail abattu. Nous voilà
arrivé à la fin d'un entretien qui nous a permis de passer en revue des questions qui touchent la vie de notre nation. Je crois que c'est ma façon de voir les choses. C'est vrai, il peut y en avoir de contradictions, mais que ces contradictions-là puissent mettre essentiellement de l'avant l'intérêt du Togo. Et il ne faut pas perdre de vue une chose, nous sommes tous des frères. Je ne cesserai jamais de le dire, nous sommes condamnés à rester ensemble. C'est bon que nous nous retrouvions de temps en temps dans des creusets pour manifester la convivialité les uns envers les autres, mais la politique a malheureusement divisé le pays et je n'en prends pour preuve les problèmes que nous observons après les élections du 22 février 2020 où l'opposition, au lieu de se retrouver autour d'un projet, chamaille tout le temps sur les réseaux sociaux, il faut se battre